Le Théétète de Platon, dialogue sur la science, suite. Socrate. Eh bien, écoute, peut-être pourrons-nous finir le mythe. Il signifie que tout cela, comme nous le disons, est en mouvement. Mais ce mouvement est rapide ou lent. Tout ce qui est lent se meut à la même place et vers les objets voisins, et c'est ainsi qu'il engendre, et les produits ainsi enfantés sont plus rapides, car ils se déplacent, et c'est ce déplacement qui constitue naturellement leur mouvement. Lors donc que l'œil et quelque autre objet qui lui correspond ont, en se rapprochant, engendré la blancheur et la sensation qui lui est liée par la nature, lesquelles n'auraient jamais été produites si l'un ou l'autre était allé vers autre chose, alors, tandis que se meuvent dans l'espace intermédiaire la vision qui vient des yeux et la blancheur qui vient de l'objet qui a engendré de concert avec eux la couleur, l'œil se remplit de vision. Il voit alors, et il est devenu non pas vision, mais œil voyant. Pareillement, l'objet qui a concouru avec l'œil à la production de la couleur s'est rempli de blancheur, et il est devenu non pas blancheur mais blanc, que ce soit un morceau de bois ou une pierre ou tout autre objet qui se trouve coloré de cette couleur. Et il en est ainsi du reste. Le dur, le chaud, toutes les qualités doivent être conçues de la même façon. Rien n'est tel en soi et par soi, comme nous le disions tout à l'heure. C'est dans leurs approches mutuelles que toutes choses naissent du mouvement sous des formes de toutes sortes, car il est, nous disent-ils, impossible de concevoir fermement l'élément actif et l'élément passif comme existant séparément, parce qu'il n'y a pas d'élément actif avant qu'il soit uni à l'élément passif, et ce qui dans telle rencontre a été agent apparaît comme passion en s'unissant à autre chose. Il résulte de tout cela, comme nous le disions au début, que rien n'est un en soi, qu'une chose devient toujours pour une autre, et qu'il faut retirer de partout le mot « être », bien que nous-mêmes nous ayons été forcés souvent, et tout à l'heure encore par l'habitude et l'ignorance, de nous servir de ce terme. Mais il ne faut pas, disent les sages, concéder qu'on puisse dire quelque chose, ou de quelqu'un, ou de moi, ou ceci, ou cela, ou tout autre mot qui fixe les choses. Il faut dire en accord avec la nature qu'elles sont en train de devenir, de se faire, de se détruire, de s'altérer, car si par sa façon de parler on représente une chose comme stable, on s'expose ainsi à être aisément réfuté. Il faut donc suivre cette règle, et à propos des objets particuliers, et à propos de collections d'objets nombreux, auxquels on donne le nom d'homme, de pierre, d'animal et d'espèce. Trouves-tu ces théories plaisantes, Théétète, et sont-elles de ton goût ? Je ne sais pas, moi, Socrate, car je ne puis même pas deviner si toi-même tu parles selon ta pensée ou pour m'éprouver. Ne te souviens-tu pas, mon ami, que moi-même je ne sais ni ne m'approprie rien de tout cela, qu'à cet égard je suis stérile, que c'est toi que j'accouche, et que dans cette vue j'ai recours aux enchantements, et te sers les opinions de chaque sage pour que tu les goûtes, jusqu'à ce que, grâce à mon aide, tu aies mis ta propre opinion au jour. Quand elle y sera, j'examinerai alors si c'est du vent ou un produit de bonne aloi. Sois donc confiant et patient, et réponds librement et bravement ce qui te paraîtra vrai sur ce que j'ai à te demander. Tu n'as qu'à m'interroger. Dis-moi donc encore une fois si tu souscris à l'opinion que rien n'existe, mais que le bien, le beau et tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure est dans un devenir perpétuel. Pour ma part, lorsque je t'entends exposer cette opinion, elle me paraît merveilleusement fondée en raison et qu'il faut l'accepter comme tu l'as présentée. Maintenant, il y a une lacune à combler dans mon exposé. Il reste à parler des songes, des maladies, notamment de la folie, et de ce qu'on appelle entendre, voir, en un mot sentir de travers. Tu sais, j'imagine, qu'on s'accorde à voir dans tous ces états la preuve de la fausseté du système que je viens d'exposer, parce que les sensations qu'on y éprouve sont absolument fausses, et que bien loin que les choses soient alors telles qu'elles paraissent à chacun, au contraire, rien de ce qui paraît n'existe.
C'est très vrai, Socrate, ce que tu dis là. S'il en est ainsi, mon enfant, que peut dire encore celui qui prétend que la sensation est la science et que ce qui paraît à chacun de nous est tel qu'il paraît à celui qui en a la sensation? Je n'ose dire, Socrate, que je ne sais que répondre, parce que tu m'as repris tout à l'heure de l'avoir dit. En réalité, cependant, je ne saurais contester que dans la folie ou dans les rêves, on ait des opinions fausses, alors que les uns s'imaginent qu'ils sont dieux et que les autres se figurent dans leur sommeil qu'ils ont des ailes et qu'ils volent. Ne songes-tu pas non plus à la controverse soulevée à ce sujet, et particulièrement sur le rêve et sur la veille? Quelle controverse? Une controverse que tu as, je pense, entendu soulever plus d'une fois par des gens qui demandaient quelle réponse probante on pourrait faire à qui poserait à brûle-pourpoint cette question: dormons-nous et rêvons-nous ce que nous pensons, ou sommes-nous éveillés et conversons-nous réellement ensemble? On est bien embarrassé, Socrate, de trouver une preuve pour s'y reconnaître, car tout est pareil et se correspond exactement dans les deux états. Prenons par exemple la conversation que nous venons de tenir. Rien ne nous empêche de croire que nous la tenons ainsi en dormant, lorsqu'en rêvant nous croyons compter des rêves, la ressemblance est singulière avec ce qui se passe à l'état de veille. Tu vois donc qu'il n'est pas difficile de soulever une controverse là-dessus, alors qu'on se demande même si nous sommes éveillés ou si nous rêvons. De plus, comme le temps où nous dormons est égal à celui où nous sommes éveillés, dans chacun de ces deux états, notre âme soutient que les idées qu'elle a successivement sont absolument vraies, en sorte que, pendant une moitié du temps, ce sont les unes que nous tenons pour vraies, et pendant l'autre moitié les autres, et nous les affirmons les unes et les autres avec la même assurance. Cela est certain. N'en faut-il pas dire autant des maladies et de la folie, sauf pour la durée qui n'est plus égale? C'est juste. Mais quoi? Est-ce par la longueur et par la brièveté du temps qu'on définira le vrai? Ce serait ridicule à beaucoup d'égards. Mais peux-tu faire voir par quelque autre indice clair lesquels de ces voyances sont vrais? Je ne crois pas. Écoute-moi donc, je vais t'exposer ce que pourraient dire là-dessus ceux qui soutiennent que, quelles que soient les choses qui nous apparaissent, elles sont vraies pour qui les croit-elle. Ils commencent, j'imagine, par une sensation comme celle-ci, par une question comme celle-ci: se peut-il, tête, qu'une chose entièrement différente d'une autre ait jamais avec elle quelques propriétés communes, et ne nous imaginons pas qu'il s'agisse d'une chose qui soit en partie la même et en partie différente, mais d'une chose différente de tout point. En ce cas, il est impossible qu'elle ait quoi que ce soit de commun avec l'autre, soit pour les propriétés, soit pour toute autre chose, du moment qu'elle en diffère entièrement. Alors, ne faut-il pas admettre qu'une telle chose est aussi dissemblable à l'autre? C'est mon avis. Donc, s'il arrive qu'une chose devienne en quelque manière semblable ou dissemblable, soit à elle-même, soit à une autre, nous dirons qu'en devenant semblable, elle devient la même mais différente en devenant dissemblable? Nécessairement. N'avons-nous pas dit précédemment qu'il y a un nombre infini d'agents et aussi de patients? Si. Et qu'en s'accouplant tantôt à l'un, tantôt à l'autre, ils n'engendreront pas les mêmes produits, mais des produits différents? Certainement. Nous pouvons en dire autant de moi, de toi et de tout le reste. Par exemple, de Socrate bien portant et de Socrate malade. Dirons-nous que l'un est semblable à l'autre ou dissemblable? Quand tu parles de Socrate malade, l'entends-tu comme un tout opposé à Socrate bien portant également envisagé comme un tout? Tu as parfaitement saisi. C'est cela même que je veux dire. Il est certainement dissemblable. Et par conséquent différent au même titre que dissemblable? Nécessairement. Ne diras-tu pas la même chose de Socrate dormant et de tous les états que nous avons énumérés tout à l'heure? Si. Alors, quand une chose naturellement propre à créer prendra Socrate bien portant, elle trouvera en moi un homme tout autre que quand elle prendra Socrate malade. Il n'en peut être autrement. Et dans les deux cas, ce seront des choses différentes que nous engendrerons, moi le patient, et cette chose qui est agent, naturellement. Or, quand je bois du vin étant bien portant, ne me paraît-il pas agréable et doux?
Si